Il n'aura fallu qu'un battement de 6 minutes pour faire vaciller l'échiquier diplomatique mondial. À Washington, Benjamin Idnan venait de livrer son grand numéro aux côtés d'un Donald Trump radieux. Le spectacle était parfait, sourire de façade, promesse de paix, grands mots sur la civilisation. Tout semblait écrit pour l'histoire. Mais à des milliers de kilomètres de là, au cœur feutré du palais de l'Élysée, un homme de 39 ans fixait l'écran sans cligner des yeux. Dans son silence, une certitude, quelque chose clochait. Sébastien Lecornu n'écoutait pas seulement le discours, il le décodait. Et dans ce flot de belles phrases, un mot, un seul, surgit comme un signal d'alarme. Un mot que tous avaient ignoré, mais qui à lui seul contenait la clé du mensonge. Ce lundi-là, à Paris, le ciel était aussi bas que l'ambiance dans les couloirs du pouvoir. Sur le bureau de Sébastien Lecornu, une enveloppe hermétiquement scellée atterrit sans bruit, mais pas sans poids. Étiquetée « confidentielle défense », elle transpirait l'urgence. En la décachetant, Lecornu sentit son sang se glacer, le document venait directement du renseignement militaire, et ce qu'il y lut le figea net. Washington s'apprêtait à faire un grand théâtre. D'après des confidences croisées du Mossad et de contacts américains, Nedaï planifiait de valider publiquement le plan de paix de Trump. Il n'aura fallu qu'un battement de 6 minutes pour faire vaciller l'échiquier diplomatique mondial. À Washington, Benjamin Idnan venait de livrer son grand numéro aux côtés d'un Donald Trump radieux. Le spectacle était parfait, sourire de façade, promesse de paix, grands mots sur la civilisation. Tout semblait écrit pour l'histoire. Mais à des milliers de kilomètres de là, au cœur feutré du palais de l'Élysée, un homme de 39 ans fixait l'écran sans cligner des yeux. Dans son silence, une certitude, quelque chose clochait. Sébastien Lecornu n'écoutait pas seulement le discours, il le décodait. Et dans ce flot de belles phrases, un mot, un seul, surgit comme un signal d'alarme. Un mot que tous avaient ignoré, mais qui à lui seul contenait la clé du mensonge. Ce lundi-là, à Paris, le ciel était aussi bas que l'ambiance dans les couloirs du pouvoir. Sur le bureau de Sébastien Lecornu, une enveloppe hermétiquement scellée atterrit sans bruit, mais pas sans poids. Étiquetée « confidentielle défense », elle transpirait l'urgence. En la décachetant, Lecornu sentit son sang se glacer, le document venait directement du renseignement militaire, et ce qu'il y lut le figea net. Washington s'apprêtait à faire un grand théâtre. D'après des confidences croisées du Mossad et de contacts américains, Nedaï planifiait de valider publiquement le plan de paix de Trump, tout en conservant des clauses échappatoires taillées sur mesure pour relancer les hostilités à la moindre occasion. Une mise en scène diaboliquement bien huilée Trump récolterait les lauriers d'un accord historique, Nedaï gagnerait l'aval de l'Amérique pour continuer la guerre et l'opinion mondiale dupée applaudirait l'illusion d'un Israël pacifique. Lecornu, lui, n'était pas dupe. Il connaissait la bête. Il avait serré la main de Nedaï, débattu avec lui, à huis clos partagé des repas feutrés sous les dorures de Tel Aviv et les lambris parisiens. Il savait que cet homme-là jonglait avec les vérités comme un prestidigitateur, un sourire pour la paix, une main prête pour la guerre. Sauf que cette fois, il jouait avec un allié. Il jouait avec Trump. Et si le président américain mordait à l'hameçon, c'est toute l'OTAN qui risquait d'y laisser des plumes. Lecornu ne perdit pas une seconde, il décrocha son téléphone et appela Jean-Noël Barrot, ministre des Affaires étrangères. Ce qui devait être un rapide échange se transforma en une autopsie politique de 3 heures où chaque ligne du plan de paix américain mystérieusement apparu dans la presse fut disséquée avec la rigueur d'un légiste. À première vue, le texte avait tout du miracle diplomatique, cessez-le-feu immédiat, libération des otages, flot humanitaire sans précédent, désarmement du Hamas et même un gouvernement provisoire à Gaza confié à des technocrates, une symphonie séduisante jusqu'à ce qu'on tende l'oreille. Lecornu lui entendait les fausses notes. Israël devait se retirer vers la ligne convenue. Mais laquelle? Et convenue par qui? Silence radio. Le Hamas lui était censé rendre les armes. Très bien, mais sous quel contrôle, selon quelle méthode? Là encore, néant total. Pour Lecornu, c'était limpide, ce texte n'était pas un plan de paix, c'était un mode d'emploi pour dire oui à la caméra tout en préparant un non stratégique en coulisses. Le scénario rêvé pour un illusionniste comme Nedaï.
Dès le lendemain matin, Lecornu passa à l'offensive. Une convocation éclair fut envoyée pour réunir en urgence le Conseil de défense dans le plus grand secret. Autour de la table, le président Macron lui-même, les plus hauts gradés de l'armée et le patron de la DGSE. Une poignée de visages fermés, une seule question suspendue dans l'air après le brief glacé de Lecornu. Et maintenant, Macron la posa sans détour. Mais Lecornu, lui, n'improvisait pas. Il sortit son plan net et précis, 3 étapes, pas une de plus. Primo, alerter discrètement les Américains et leur faire part des doutes français. Secundo, forger une position nationale claire sans ambiguïté. Tertio, si Nédaï poursuivait sa mascarade, il faudrait être prêt à lever le rideau publiquement. La pièce était écrite, mais sa mise en scène risquait d'être explosive. Dans la salle, le silence s'épaissit. Maître Nédaï, face à ces contradictions en plein jour, s'était déclenché un orage diplomatique avec Tel Aviv heurté Washington de front, peut-être même isolé Paris. Macron réfléchit quelques secondes, le regard fixe, puis lâcha calmement. Va au bout, mais avance avec précaution. Cet homme-là ne recule devant rien. Un appel discret classé top secret fut passé au conseiller à la sécurité nationale des États-Unis. Lecornu, calme mais inflexible, exposa les inquiétudes françaises avec la précision d'un chirurgien. En face, la réponse fut floue, presque paresseuse. Nédaï est digne de confiance. Le président Trump lui voue une estime personnelle. Pour Lecornu, le message était limpide. Washington ne voulait pas savoir. Trump n'était pas en quête de vérité mais de victoire, et Nédaï la lui tendait sur un plateau. S'il refusait d'écouter en coulisses, peut-être que la lumière publique forcerait l'attention. Alors il changea de tactique. Il ordonna à son équipe de rédiger un discours, pas pour saluer l'accord, mais pour poser les vraies questions, celles que tout le monde redoutait de formuler. Le 29 septembre 2025, Nédaï fit son entrée triomphale à la Maison-Blanche. Les objectifs des caméras du monde entier se fixèrent sur lui, comme sur une rockstar diplomatique. Trump l'accueillit avec une tape amicale et un sourire large comme une bannière. « Bibi, mon frère, aujourd'hui on écrit l'histoire. » À Paris, il était 20h30. Depuis, Matignon-Lecornu assistait à la scène cernée d'écran branchée sur CNN, BBC, Al Jazeera, un concert d'images identiques. Trump se lança dans un monologue d'une demi-heure façon cérémonie des Oscars, version géopolitique. « C'est peut-être le plus grand jour de notre ère, dit-il. Nous sommes plus qu'alliés, nous sommes presque une famille. » Puis il déroula un à un les 20 points magiques, fin du conflit, libération des otages, aide humanitaire XXL, désarmement du Hamas. À l'œil nu, c'était du pain béni. Mais pour Lecornu, chaque phrase résonnait comme un piège. Il gribouillait à toute vitesse, traquant les flous, les zones grises, les engagements sans attache, trop beaux pour être vrais. Et soudain, l'instant fatidique arriva. Nédaï s'approcha du micro, l'air solennel, et lâcha sa formule bien rodée. « Je soutiens ce plan pour mettre un terme au conflit à Gaza. Il permettra le retour de nos otages, démantèlera le Hamas et garantira qu'Israël ne soit plus jamais menacé. » Tonnerre d'applaudissements. Trump, rayonnant comme un gagnant de télé-réalité, se fendit d'un large sourire. Les journalistes, eux, dégainèrent leur téléphone. Avancée historique, Nédaï dit oui à la paix. Un moment parfait. Enfin, en apparence. Mais Lecornu lui restait de glace. Il venait d'entendre un détail que tous avaient zappé, car Nédaï ne s'était pas arrêté là. Il enchaîna « Si le Hamas rejette cet accord, Bibi, tu pourras compter sur notre soutien total pour agir comme il se doit. » Trump coupa tout sourire à prendre par la voix douce ou par la force, et Nédaï d'ajouter glacial. « Quoi qu'il arrive, ça se fera. » Lecornu saisit la télécommande, mis sur pause. Il tourna la tête vers son équipe. « Vous avez capté? Il n'a pas dit quand nous atteindrons la paix. Il a dit, si le Hamas rejette, il prépare déjà l'échec. » Son conseiller Pierre Lévy opina lentement mot pour mot ce que disait notre note. Il veut que le Hamas dise non pour pouvoir se présenter en victime et conduite et obtenir de Trump carte blanche pour relancer la guerre. Il était 21h pile. L'heure idéale, les journaux allaient inonder l'antenne du fameux accord, mais pas assez de recul pour que la narration soit verrouillée. Lecornu descendit calmement vers la salle de presse. Une vingtaine de journalistes l'attendaient.
persuadés qu'il allait réciter les félicitations d'usage. Ce qu'ils allaient entendre allait tout changer. Lecornu prit place derrière le pupitre, le regard posé, la voix posée, calme, mais sans la moindre hésitation. « Bonsoir à toutes et à tous. Il y a quelques heures, le président Trump et le premier ministre Nedaï ont dévoilé un plan pour Gaza. La France salue l'engagement des États-Unis. » Un silence poli s'installa. Puis Lecornu marqua un temps, leva les yeux et lâcha la phrase qui fit basculer l'ambiance. Cela dit, nous avons de sérieuses interrogations quant à l'authenticité de l'engagement de certains intervenants. Les têtes se relevèrent d'un coup. Une frontière venait d'être franchie. En quelques mots, le Premier ministre français venait de fissurer le vernis diplomatique. J'ai lu chaque ligne du plan, poursuivit-il. Il comporte certes des aspects encourageants, mais il recèle également un flou stratégique dangereux suffisamment vaste pour permettre à ceux qui ne veulent pas la paix de prétendre la vouloir tout en gardant les leviers pour relancer le conflit à tout moment. Lecornu tira une feuille de sa pochette et tout à coup, son ton se fit chirurgical. Le document stipule qu'Israël se retirera jusqu'à une ligne convenue. Fort bien. Mais laquelle qu'il l'a tracée, mystère? Le texte reste muet. Il marqua une pause, le regard fixe. Il est aussi écrit que le Hamas doit désarmer. Très bien. Mais qui supervise selon quels critères? Là encore, silence total. Il tourna légèrement la page comme s'il feuilletait un manuel truffé d'oubli. Et ce conseil de paix présidé par le président Trump. Quel en est le mandat exact? Quelle autorité réelle? Toujours aucune réponse. Le plan est plein de promesses, mais vide de garanties. Puis relevant lentement les yeux vers la caméra, il lâcha la question qui allait secouer les chancelleries de la planète. La France n'a qu'une interrogation simple mais essentielle à adresser au Premier ministre Nedaï. Pourquoi avoir dit « Je soutiens votre plan » et non « Je l'accepte » ? Pourquoi avoir choisi « Si le Hamas rejette » au lieu de « Quand la paix sera atteinte » ? Ces choix de mots ne sont pas des maladresses. Ce sont des révélateurs d'intention. Un silence de plomb tomba dans la pièce. En moins d'une minute, un Premier ministre en poste depuis à peine 20 jours venait de jeter un pavé dans la mare diplomatique en mettant frontalement en doute la bonne foi de Nedaï devant la planète entière. Lecornu reprit plus posé mais tout aussi tranchant. La France croit en une paix réelle, pas en une mise en scène. Et une paix authentique repose sur 3 piliers: des engagements concrets, un système de contrôle crédible et une volonté honnête de chaque acteur. Il marqua une dernière pause. Ce plan Trump-Nedaï remplit partiellement le premier critère. Il ignore complètement le second. Et sur le troisième, nos doutes sont profonds. Un journaliste de Reuters leva la main, le ton direct: « Monsieur le Premier ministre, êtes-vous en train d'accuser Israël d'agir de mauvaise foi ?» Lecornu ne broncha pas. Il répondit avec une clarté glaciale: « Je n'accuse personne. Je fais ce que tout observateur honnête devrait faire, poser des questions que trop peu osent poser. » Il marqua un temps. Pourquoi faudrait-il signer un accord truffé de zones d'ombre? Et pourquoi un chef d'État sincèrement engagé pour la paix laisserait-il ouvertes autant de portes de sortie stratégiques? Il se tourna légèrement vers les caméras. Le Premier ministre Nedaï peut facilement dissiper tous les doutes. Rien de plus simple. Il peut accepter des mécanismes de contrôle réellement indépendants. Il peut approuver la supervision par l'ONU. Il peut s'engager sur un calendrier précis assorti de conséquences en cas de non-respect. Puis, baissant légèrement le ton, il conclut qu'il accepte ces conditions et je serai le premier à lui présenter publiquement mes excuses. Mais s'il refuse, il laissa le silence remplir la fin de la phrase et dans ce vide suspendu, tout le monde comprit le message. Un autre journaliste prit la parole. « Monsieur le Premier ministre, en tenant de tels propos, n'avez-vous pas peur d'isoler la France? Washington et Tel Aviv pourraient y voir un affront. » Lecornu esquissa un sourire teinté de mélancolie. « Vous savez ce qui isole vraiment une nation? Ce n'est pas le courage de dire ce que d'autres préfèrent taire. C'est le silence précisément quand la vérité devient urgente. » Il marqua une pause. La France, dans son histoire récente, a déjà trop souvent gardé le silence. Au Rwanda, en Bosnie, nous en connaissons le prix. Puis il haussa légèrement la voix, presque solennelle. « J'assume pleinement que la France puisse être mise à l'écart pour avoir parlé juste. Mieux vaut l'isolement de la conscience que la popularité de la lâcheté.
Il inspira brièvement avant de conclure avec une adresse directe aux dirigeants européens. À mes homologues du continent, je dirais ceci, nous avons tous déjà vu ce scénario. Des signatures en grande pompe, des poignées de main photogéniques, des déclarations vibrantes sur la paix. Et quelques semaines plus tard, les bombes reprennent les villes, brûlent que les civils meurent et chacun joue la surprise. Ce théâtre, je refuse d'y participer. Oui, je soulève des questions qui dérangent. Oui, je remets en cause ce que d'autres avalent sans mâcher. Parce que la paix, la vraie, ne se gagne pas à coups de standing ovation. Elle exige qu'on ouvre les yeux. La dernière question fusa directe et tranchante d'un journaliste israélien Netino, a dirigé pendant des décennies. Vous vous êtes en poste depuis à peine 20 jours. N'est-ce pas un peu présomptueux de remettre en cause son jugement? Le cornu resta impassible, la voix posée mais ferme. L'expérience compte, certes, mais elle n'est pas automatiquement synonyme de sagesse. On peut cumuler 30 ans de guerre sans jamais apprendre à bâtir la paix. Il fit une pause, laissant la phrase peser dans la salle. Netino est un survivant politique exceptionnel, mais survivre n'équivaut pas à guider vers la paix. Et vous avez raison sur un point, je suis jeune récent au pouvoir. Peut-être est-ce exactement ce dont ce conflit avait besoin, une voix fraîche non émoussée par des décennies de cynisme, quelqu'un capable de voir ce que l'expérience seule ne permet pas toujours de discerner. Le cornu quitta la scène par l'arrière encore enveloppé du silence électrique de la conférence. Dans le couloir, son équipe s'était déjà regroupée, visage crispé, écouteurs aux oreilles, écran ouvert. Les téléphones vibraient, sans répit. Reuters, AFP, tout le monde réclamait une déclaration. À peine avait-il eu le temps d'enlever son micro qu'on lui annonça que le gouvernement israélien venait de publier un communiqué furieux qualifiant ses propos de « extrêmement regrettables ». Le cornu ne sembla pas surpris. Il acquiesça d'un simple mouvement de tête, comme s'il avait vu la scène défiler d'avance. Puis son portable sonna. Numéro masqué indicatif américain, il décrocha. « Sébastien, bon sang, qu'est-ce que tu viens de faire ?» La voix de Trump puissante mais visiblement irritée résonna dans le combiné. L'écornu répondit avec un calme presque déconcertant. « J'ai simplement dit ce que la France pense réellement. C'est ce que font les alliés, non. » « Les alliés se soutiennent, » gronda Trump. « On vient d'annoncer un accord historique et toi tu le contestes à peine 1 heure plus tard. » Le cornu ne scia pas. Justement, un ami, un vrai, dit la vérité pour éviter que l'autre ne tombe dans un piège. « Je vous protège peut-être plus que vous ne le croyez. Tu crois vraiment que Nétin est en train de me tendre un piège, Monsieur le Président? Avec tout le respect que je vous porte, oui. Je pense qu'il se sert de vous pour obtenir la couverture diplomatique nécessaire afin de poursuivre la guerre. » Trump resta quelques secondes silencieux comme s'il essayait de démêler l'idée. « D'accord, explique-moi ça. » L'écornu inspira profondément. « Regardez le déroulé, Monsieur le Président. Netino se présente, prononce les phrases que tout le monde voulait entendre, se montre coopératif, dit soutenir votre plan et les médias vous encensent immédiatement. C'est parfait, presque trop parfait. Il continua plus ferme. Mais écoutez précisément les mots qu'il a choisis. Je soutiens votre plan. Il n'a pas dit « j'accepte » ni « je m'engage ». Ce sont des formulations creuses qui n'obligent à rien. Et ensuite, il enchaîne avec « si le Hamas rejette ». Pourquoi si, pourquoi pas quand la paix sera en marche? Parce qu'il compte sur leur rejet. Le cornu marqua une courte pause avant de conclure et rappelez-vous, devant toutes les caméras, vous lui avez répondu qu'il aurait votre soutien total pour agir comme il l'entend. Autrement dit, vous venez de lui offrir un chèque en blanc et il le sait. Il va tout faire pour que le Hamas rejette le plan, poursuivit le cornu. Ainsi, il pourra se présenter devant vous et déclarer « J'ai fait ma part, vous en étiez témoin. Maintenant, je n'ai pas le choix, je dois reprendre les opérations. Et vous m'avez garanti votre soutien. » Un silence pesant s'installa. Quand Trump reprit la parole, sa voix avait perdu de sa superbe. « Tu crois vraiment qu'il irait jusque-là ?»« Je ne le crois pas, Monsieur le Président. »« Je le sais. » Le cornu marqua un temps. Nos renseignements ont intercepté des échanges provenant du bureau de Nétin. Il a confié à son entourage qu'il n'imagine pas une seconde que le Hamas accepte. Et dans le cas improbable où ils accepteraient, il trouverait un prétexte pour les accuser de violer l'accord. Trump souffla difficilement.
Si tu as raison, je vais passer pour un imbécile. Non, Monsieur le Président. Si j'ai raison et que vous réagissez maintenant, vous apparaîtrez comme un dirigeant qui refuse d'être utilisé. En revanche, si vous laissez passer l'avertissement et que Netanyahu déroule exactement ce que je décris, alors oui, l'histoire sera sévère. Trump, pour la première fois, posa la question non pas en patron, mais en homme inquiet. Alors, que proposes-tu? Lecornu répondit sans hésiter, renforcer le plan, exiger des garanties écrites, impliquer des observateurs internationaux indépendants. Dites à Netanyahu qu'il doit accepter une supervision de l'ONU et précisez clairement que votre soutien dépend du respect strict de l'accord. Si vous faites cela, vous deviendrez le président qui aura réellement ouvert la voie à la paix. Si vous ne faites rien, vous deviendrez celui que Netanyahu a mené par le bout du nez. La décision vous appartient. Tu t'aventures sur un terrain miné, Sébastien. Netanyahu n'est pas un adversaire ordinaire. Il a des alliés partout et pas les plus pauvres. « Je le sais, » répondit calmement Lecornu, « mais j'ai une arme qu'il ne possède pas, la vérité. Et tôt ou tard, elle finit toujours par gagner. » Trump soupira. « J'espère que tu mesures ce que tu fais. Si tu te plantes, on te verra comme un gamin présomptueux qui s'est cru plus malin que tout le monde. » « Et si je ne me trompe pas, » rétorqua Lecornu. Trump hésita, puis lâcha. « Alors tu deviendras un héros, mais tu t'attireras aussi la haine d'un homme qui ne pardonne jamais. Netanyahu n'oublie rien. Je survivrai, dit Lecornu. Ce que je ne pourrais pas supporter, en revanche, c'est de rester muet pendant que des milliers d'innocents continuent de mourir. » Trump raccrocha brusquement sans un mot de conclusion. Quelques heures plus tard, à 2h30 du matin, les premières fuites tombèrent. CNN annonçait que le président américain avait convoqué une réunion d'urgence avec ses conseillers. Et à 4h15, l'impensable arriva, la Maison-Blanche publia un communiqué rectificatif affirmant que toutes les parties, Israël compris, seraient tenues de respecter strictement l'accord et que l'appui américain serait désormais conditionnel à des preuves vérifiables de mise en œuvre. Ce n'était pas entièrement ce que Lecornu avait recommandé, mais c'était un virage, une preuve que Trump avait entendu au moins en partie l'avertissement glisser dans la nuit. À Tel Aviv, il était 5h15 lorsque Netanyahu parcourut la déclaration venue de Washington. Il n'avait pas fermé l'œil de la nuit inutile d'essayer. Il avait compris immédiatement l'origine du retournement. Un premier ministre français à peine nommé venait de faire ce qu'aucun chef d'État n'avait jamais tenté, le défier ouvertement en plein jour et surtout ébranler la confiance de Trump. À 10h01 précise, Netanyahu apparut devant les caméras à Jérusalem, le visage fermé comme un mur. « Je viens d'apprendre, déclara-t-il d'une voix tendue, que le Premier ministre français a choisi de mettre en cause la bonne foi d'Israël dans nos efforts de paix. Je considère cela extrêmement préoccupant. La France prétend être un allié, mais elle choisit ce moment exact pour jeter la suspicion. Chaque mot était un coup d'estoc soigneusement calculé. Un journaliste français coupa Netanyahu en pleine phrase. « Monsieur le Premier ministre Lecornu n'a jamais contesté le droit d'Israël à se défendre. Il a seulement soulevé des zones floues dans le plan. Pouvez-vous y répondre clairement ?» Le regard de Netanyahu se glaça instantanément. « Je ne recevrai pas de leçon de paix d'un dirigeant installé depuis 3 semaines à peine. » lança-t-il d'une voix cinglante. « En 30 ans, vous savez combien de crises j'ai dû affronter. » Il poursuivit d'un ton chargé de mépris maîtrisé. Il parle de mécanismes de vérification. Très bien. Qu'on lui rappelle que nous avons déjà tenté l'expérience. Les casques bleus sur notre frontière, ils ont observé le Hezbollah, armé le Hamas, creuser des tunnels, se préparer. Et ils n'ont strictement rien fait. Un autre journaliste s'avança. Accepteriez-vous cette fois une supervision internationale réellement indépendante? Netanyahu secoua la tête sans hésitation. La seule véritable garantie pour la sécurité d'Israël, c'est Israël elle-même. Nous ne mettrons jamais notre survie entre les mains de fonctionnaires onusiens qui votent contre nous à la moindre occasion. Chaque phrase sonnait comme un verdict. C'était exactement le scénario que Lecornu avait anticipé et les journalistes commençaient enfin à le voir. Sur Twitter, les analystes s'emballaient déjà. Netanyahu affirme vouloir la paix,
mais refuse toutes les garanties qui permettraient de la vérifier. À Paris, Lecornu suivait la conférence en direct impassible. Il est en train de s'enfermer tout seul, sans même s'en rendre compte, souffla son conseiller. Lecornu acquiesça lentement. « Oui, mais observez bien sa méthode. Il ne dit jamais non frontalement. Il préfère construire un récit. Nous avons essayé, l'ONU a échoué, on ne peut pas leur faire confiance. C'est plus habile. Ça donne l'illusion du pragmatisme. Les 48 heures sans qui suivirent furent tant décisives. À Doha, les médiateurs qataris et égyptiens rencontrèrent le Hamas pour décortiquer le fameux plan. Le monde entier retenait son souffle. Lecornu lui savait déjà comment tout cela allait se terminer. Le 1er octobre à 16 heures précises, la nouvelle tomba, le Hamas rejetait officiellement le plan. Les raisons invoquées étaient limpides, aucune garantie sérieuse sur la fin de l'occupation, aucune reconnaissance nette d'un futur État palestinien et aucun mécanisme empêchant Israël de relancer les opérations militaires à sa guise. Pile ce que Lecornu avait annoncé avant même que les discussions ne commencent. À 18 heures, Lecornu apparut brièvement devant les caméras depuis Matignon. Pas de posture triomphante, pas d'emportement, juste une gravité résignée qui pesait dans chaque mot. Le Hamas a rejeté le plan, dit-il doucement. J'aurais aimé me tromper, j'aurais préféré être accusé d'excès de pessimisme. Mais les faits viennent confirmer exactement ce que je redoutais. Il prit une courte pause, le regard perdu un instant. Avant-hier, j'ai soulevé des interrogations précises. Elles sont restées sans réponse. Et aujourd'hui, le Hamas refuse le plan pour les mêmes raisons que j'avais identifiées. Certains affirmeront que le Hamas rejette parce qu'il ne veut pas la paix. Peut-être, sans doute. Mais si nous avions réellement voulu leur retirer cette excuse, nous aurions présenté un document irréprochable, si limpide, si équilibré, qu'un refus aurait immédiatement révélé qui entrave la paix. Sa voix se fit encore plus sombre, et maintenant la suite est écrite. Netanyahu dira « J'ai tenté l'effort, le Hamas refuse, je n'ai plus d'autre choix que poursuivre la guerre. » Et le président Trump, lié par ses propres paroles, estimera devoir lui accorder un soutien total. Il conclut en un murmure amer « C'est exactement le scénario que j'avais annoncé, mot pour mot. La France annonça « Lecornu ne lâcherait rien, elle continuerait de défendre l'idée d'une vraie garantie solide vérifiable. » Paris allait présenter son propre système de supervision internationale, un cadre sérieux, pas un décor de théâtre, et continuerait à dire tout haut ce que beaucoup préféraient chuchoter. C'est cela, affirma-t-il, le sens authentique du leadership. Et dans les semaines qui suivirent, les faits lui donnèrent raison. À Jérusalem, Tino déclara que le refus du Hamas fermait la porte à toute alternative. Israël poursuivrait donc ses opérations militaires. Rien de surprenant. Sauf que cette fois, le monde ne réagit plus comme avant. Sous l'impulsion française, l'Union européenne adopta une résolution exigeant des garanties internationales obligatoires. Plusieurs capitales européennes évoquèrent ouvertement l'idée de reconnaître un État palestinien. Même à Washington, certains élus commencèrent à questionner le fameux soutien automatique à Israël. Quant à Trump, il devint soudain plus mesuré. Il n'abandonna pas Israël, il ne le ferait jamais, mais les soutiens totaux, les déclarations en roue libre, tout cela cessa brusquement. Les chèques en blanc avaient disparu. Pour Lecornu, le bilan était à double tranchant. Sur la scène mondiale, il montait en flèche, invité aux grandes tribunes, sollicité par des dirigeants européens, encensés par The New York Times, qui le présentaient comme l'une des rares voix lucides du continent. Mais chez lui, le décor était bien moins glorieux. Les socialistes maintenaient leur épée de Damoclès. Le Pen réclamait des ruptures immédiates. Les syndicats paralysaient déjà le pays. Lors d'un entretien tendu, un journaliste lui lança « Votre prestige à l'étranger explose, mais votre gouvernement chancelle. » Était-ce vraiment le moment idéal pour ouvrir un front diplomatique? Lecornu prit quelques secondes, puis répondit d'une voix posée « C'est amusant car on me formule souvent cela autrement. Tu aurais dû régler tes embrouilles internes d'abord. Mais laissez-moi vous dire quelque chose, il n'existe jamais de moment confortable pour dire ce qui doit être dit. Si j'avais attendu que la mer soit parfaitement calme, je n'aurais jamais levé l'ancre. Gouverner, ce n'est pas attendre une fenêtre météo parfaite, c'est agir quand il le faut, même si cela signifie se brûler les ailes.
Et oui, peut-être que cela me coûtera Matignon. Peut-être que dans 15 jours, je ne serai plus là. Mais si je tombe, au moins je tomberai en ayant assumé la vérité exactement au moment où cette vérité devait être prononcée. L'entretien circula comme une traînée de poudre des millions de vues en quelques heures. Et un phénomène inattendu se produisit. Alors que les courbes de popularité de Lecornu plongeaient depuis des semaines, elles se mirent soudain à remonter. Les Français, même ceux qui désapprouvaient ses choix économiques ou sociaux, redécouvraient quelque chose qu'ils pensaient avoir disparu depuis longtemps, un responsable politique qui parlait sans filtre, qui ne révisait pas ses convictions au gré de la pression ou des applaudissements. Puis arriva le 3 janvier 2026, 4 mois après la tempête diplomatique. Et là, coup de tonnerre. L'Arabie saoudite annonça publiquement qu'elle se rangeait derrière la proposition française de garanties internationales et qu'elle était prête à mettre de l'argent sur la table pour la soutenir. Un véritable séisme stratégique MBS tournait son regard vers Paris et non vers Washington. Quelques minutes plus tard, Lecornu reçut un appel. Une voix protocolaire déclara « Son Altesse royale souhaite vous inviter à Riyad pour envisager une initiative commune. Quand seriez-vous disponible ?» La semaine qui arrivait promettait d'être cruciale pour sa survie politique. Mais une opportunité de cette ampleur n'apparaît jamais 2 fois. « Je peux être là dans 3 jours », répondit-il sans hésiter. Le 6 janvier, Lecornu posa le pied sur le tarmac de Riyad. L'accueil fut presque royal, comme si la capitale saoudienne avait décidé de dérouler un tapis invisible pour marquer la gravité du moment. Le lendemain, il rencontra MBS. L'entrevue devait être brève, une simple discussion de travail d'1 heure. Elle s'étira sur 5. Très vite, une alchimie étrange se créa entre eux. 2 dirigeants impatients, 2 hommes décidés à bousculer les vieilles habitudes, 2 réformateurs lassés d'entendre que rien ne changera jamais. MBS finit par le dire tout haut. « Vous avez fait ce que tout le monde redoutait. Vous avez exprimé publiquement ce que beaucoup pensaient en silence. Maintenant, il faut aller plus loin. Construire quelque chose de concret. » De cette réunion marathon naquit l'initiative Riyad-Paris, une force internationale de 10 000 soldats pour stabiliser Gaza, un calendrier en 5 étapes précis et daté, des garanties de sécurité robustes pour Israël, un plan massif de reconstruction de 50 milliards de dollars étalé sur 10 ans, et surtout un système de vérification transparent avec des rapports publics chaque mois. Bref, tout ce que le plan Trump-Netanyahou n'était pas limpide, contraignant, impossible à manipuler. Le 15 janvier, Lecornu se rendit à Bruxelles pour dévoiler l'initiative. Les dirigeants européens restèrent prudents. Certains applaudissaient, d'autres fronçaient les sourcils. Mais dehors, c'était une toute autre histoire. Un mouvement inattendu déferla sur le continent. Des rassemblements de soutien dans 12 capitales, une pétition qui dépassa les 2-3 millions de signatures, un hashtag Riyad Paris Force qui explosa sur les réseaux. La classe politique hésitait, mais les citoyens, eux, avaient déjà choisi leur camp. Le 20 janvier, Lecornu prit une décision surprenante pour un chef de gouvernement contourner les médias traditionnels et s'adresser lui-même au pays. Il enregistra un message de 10 minutes clair comme du cristal dans lequel il décortiquait l'initiative Riyad Paris avec des mots simples sans jargon, puis le publia directement sur YouTube. « Mes amis, je veux vous parler sans intermédiaire. Il y a 4 mois, j'ai affirmé que le plan proposé par Trump manquait de solidité. Beaucoup m'ont reproché cette prise de position. Pourtant, les événements m'ont donné raison. Aujourd'hui, avec l'Arabie saoudite, nous proposons autre chose, un cadre réel précis avec de vraies garanties. Est-ce que cela marchera? Je n'en ai aucune certitude. Mais nous devons tenter, et j'ai besoin de vous. Faites entendre votre voix auprès de vos gouvernements. La paix ne vient pas des sommets, elle vient du peuple quand il décide de la vouloir. » En quelques jours, la vidéo atteignit 15 millions de vues. Pour la première fois depuis longtemps, une initiative de paix ne restait pas confinée aux chancelleries, elle enflammait l'imaginaire collectif. À la veille du 1er février, date où le Conseil de sécurité devait se prononcer sur l'initiative Riyad Paris, Lecornu entra dans les 24 heures les plus tendues de sa vie politique. 3 appels importants tombèrent ce soir-là. Le premier venait de Washington. La voix de Trump était à la fois prudente et agacée.
Tu te doutes bien que je ne peux pas appuyer ton initiative publiquement. On dirait que je reconnais que mon plan ne tenait pas debout. L'écornu répondit calmement « Vous n'avez pas besoin d'en faire l'éloge. Il suffit de ne pas vous y opposer. Laissez la communauté internationale trancher. » Un long silence suivit. « Si je fais ça, je vais me faire dévorer vivant politiquement. » « Peut-être, concéda l'écornu, mais l'histoire retiendra le résultat par la peur. Voulez-vous vraiment rester dans les livres comme le président qui a bloqué une opportunité de paix? Simplement parce que Netanyahou risquait de se vexer. Cette fois, Trump ne parla pas pendant plusieurs secondes. Puis il lâcha. « Tu sais quoi, gamin? T'es courageux ou complètement fou? Très bien, je ne poserai pas mon veto. Les États-Unis s'abstiendront. » L'écornu raccrocha incrédule. Il venait d'obtenir plus qu'il n'aurait jamais osé demander. Le deuxième appel fut sans doute le plus explosif Netanyahou en personne, leur tout premier échange direct. Sa voix était glaciale. « Monsieur le Premier ministre, savez-vous seulement ce que vous êtes en train de faire? Vous tentez de dicter à Israël un plan auquel nous n'avons jamais consenti. » L'écornu répondit avec une calme presque chirurgicale. « Je ne dicte rien à qui que ce soit. Je mets sur la table une structure, un outil. Vous pouvez l'accepter ou le balayer, mais si vous choisissez de le rejeter, chacun saura que ce n'est pas la paix que vous refusez, mais la transparence. » « Vous me placez dans une impasse, rétorqua Netanyahou. « Non, je vous mets face à un choix, une paix réelle ou le cycle sans fin de la violence. Ce n'est pas confortable, j'en conviens, mais on ne change pas l'histoire en restant à l'aise. » Changement soudain de ton du côté israélien. « Écoutez Sébastien, nous ne sommes pas naïfs. Que cherchez-vous exactement? Un rôle plus grand pour la France? Une coopération militaire plus avantageuse? Dites-moi ce que vous voulez. Tout le monde a un prix. » L'écornu sentit une bouffée de colère, mais la ravala immédiatement. « Monsieur le Premier ministre, ce que je veux n'est pas à vendre. Je veux que cette guerre cesse. Si pour vous c'est irréaliste, alors notre discussion est terminée. » « Vous faites une erreur qui pourrait détruire votre carrière, » lança Netanyahou. « Ma carrière n'a jamais été mon objectif principal, » répondit l'écornu avant de conclure. « Bonne journée. » Le troisième appel lui était d'un tout autre ton. Tony Blair, ancien Premier ministre britannique et membre du Conseil de paix mis en place par Trump. « Sébastien, j'ai passé votre initiative au peigne fin. C'est brillant. C'est exactement ce que le plan de Trump aurait dû être dès le départ. » « Merci, monsieur Blair. »« De votre part, c'est un compliment qui pèse, » répondit l'écornu. Blair enchaîna plus grave. « Je dois aussi être honnête avec vous, Tao ne restera pas les bras croisés. Il va activer chaque allié, chaque réseau, chaque once de son influence pour faire capoter votre initiative. J'en ai parfaitement conscience. Mais selon vous, est-ce qu'on a une chance réelle? » Blair marqua un silence comme s'il mesurait chaque mot. Si le vote passe demain, si Washington tient sa promesse et s'abstient, si les pays arabes restent soudés, alors oui. Pour la première fois depuis très longtemps, je crois qu'il existe une possibilité authentique de changer le cours des choses. Il ajouta d'une voix plus basse, « Mais Sébastien, si cette initiative réussit, vous deviendrez l'une des figures les plus influentes du continent. Et si elle échoue, Tao fera tout pour vous rayer de la carte politique. Vous risquez d'être brisé. La question est, êtes-vous prêt à en payer le prix? » Le cornu resta un moment silencieux. Dans sa tête défilaient les mois écoulés, la conférence du 29 septembre, l'échange bouillant avec Trump et toutes ces occasions où il aurait pu céder à la prudence et choisir de se taire. Finalement, il leva les yeux et répondit « Monsieur Blair, j'ai 39 ans. Si ma carrière devait s'arrêter demain matin, j'aurais tout de même vécu une trajectoire que beaucoup n'atteignent jamais. Mais si je recule aujourd'hui par peur, si je laisse filer cette chance unique parce que je tremble, pour mon avenir, je ne pourrai plus jamais me regarder honnêtement dans une glace. Alors oui, je suis prêt à assumer. » Le 2 février 2026, à 10h précise heure de New York, le Conseil de sécurité se réunit. La lecture officielle de la résolution portant l'initiative Riyad-Paris retentit dans la salle. L'envoyé français livra un plaidoyer vibrant de 15 minutes brûlant de conviction. Son homologue saoudien, presque dans un registre de tragédie grecque, parla de la nécessité d'une paix concrète.
Puis vint la déclaration américaine, les États-Unis s'abstiendraient. Un frisson parcourut la salle. L'intervention israélienne tentant de renverser la vapeur sonna étonnamment creuse. Lorsque les mains se levèrent, le verdict tomba. Pour Chine, Russie, France, Royaume-Uni, Gabon, Équateur, Malte, Japon, Mozambique, Suisse, Algérie, Slovénie, Corée du Sud, Guyana. Abstention États-Unis. Contre aucun. La résolution fut adoptée. Dans la salle de supervision de Matignon où le cornu et son entourage suivaient la séance en direct, une stupeur presque irréelle s'abattit sur la pièce. Puis, comme si un ressort avait sauté, toute l'équipe éclata en cris et en applaudissements. Le cornu lui demeura immobile sur sa chaise, cherchant encore à mesurer ce qui venait de se produire. Il y a 4 mois seulement, il posait des questions que personne n'osait formuler. Et aujourd'hui, il venait de faire adopter au Conseil de sécurité une résolution capable de modifier le cours de l'histoire. « Tu as réussi » hurla Mathilde en l'enlaçant presque tremblante. Pierre, incapable de parler, avait les yeux humides. « Dans un siècle, ce moment sera dans les manuels, » balbutia-t-il. Mais le cornu resta étonnamment posé. « Ne vous emballez pas. Ce n'était que le premier acte, souffla-t-il. Le vrai défi commence maintenant, faire vivre ce texte, le transformer en réalité. Les jours suivants, une tempête médiatique se déchaîna. Métina convoqua une conférence rageuse, accusant l'ONU de trahison et la France d'abriter un antisémitisme sous couvert de diplomatie. Les organisations pro-israéliennes lancèrent immédiatement des offensives médiatiques contre le cornu. Les menaces de mort affluèrent. Sa sécurité fut renforcée et sa famille mise à l'abri dans une résidence protégée. Mais un phénomène inattendu se produisit simultanément, l'opinion publique bascula. En France, son taux d'approbation bondit de 34% à 61% en 7 jours. À travers l'Europe, des foules descendirent dans les rues pour afficher leur soutien. Le cornu n'était plus seulement un Premier ministre fragile. Il était devenu presque malgré lui une figure morale. Au Moyen-Orient, un phénomène inattendu surgit au milieu du chaos des rassemblements. Pour la paix éclatèrent jusque dans les ruines de Gaza. Malgré les immeubles éventrés, des pancartes écrites en français flottaient dans la poussière. « Merci la France, merci le cornu ». Le 10 février, une délégation composée de familles endeuillées, palestiniennes comme israéliennes, arriva à Paris. Le cornu les accueillit loin des caméras dans une salle discrète de Matignon. Une mère palestinienne qui avait perdu ses 3 enfants lui prit les mains d'une douceur déchirante et murmura « Merci d'avoir tenté quelque chose ». Puis un père israélien endeuillé lui aussi par la mort de son fils déclara d'une voix tremblante « Je ne partage pas tout ce que vous faites, mais votre courage mérite le respect. » La rencontre qui devait durer 1 heure en prit 3. Quand il raccompagna la délégation, les yeux de Lecornu étaient encore humides. Le 20 février, contre toute attente, Métina fit une déclaration qui surprit même ses proches. Durant une interview, il lâcha « Je pense que le plan français comporte des failles sérieuses. Mais peut-être qu'on peut en parler. Peut-être qu'il y a des points négociables. » C'était la première brèche dans son refus catégorique. Dans les semaines suivantes, des pourparlers secrets commencèrent à se mettre en place. France, Arabie Saoudite et Égypte d'un côté, Israël et les États-Unis de l'autre, et en arrière-plan le Hamas via le Qatar. Un processus lent, sinueux, rempli de méfiance et d'obstacles. Mais un processus tout de même, et cela déjà valait mieux que les bombes. Le 15 mars 2026, pile 6 mois après la conférence qui avait bouleversé la scène internationale, un premier accord fut enfin paraphé. Rien d'idéal, rien de définitif des divergences, subsistaient, des zones floues demeuraient. Mais c'était un pas, un vrai pas. On proposa à Lecornu d'assister à la signature, mais il refusa poliment. « Je n'en suis pas l'auteur », expliqua-t-il. « Cet accord appartient à ceux qui ont ramé jour et nuit pour rapprocher les camps. Je n'ai pas à m'accaparer leur instant. » Depuis Matignon, il observa la cérémonie retransmise en direct. Lorsque les stylos cessèrent de glisser sur le papier, Mathilde se tourna vers lui. « Alors qu'est-ce que ça te fait ?» Il prit tout son temps avant de répondre. « Un certain apaisement, » murmura-t-il enfin. Pas de la fierté, pas un sentiment de victoire. Juste la sensation que peut-être un peu moins de sang coulera.
Ce soir-là, seul dans son appartement silencieux, il relut la lettre de Fatima, cette femme de Gaza qui avait tout perdu. Il se demanda si elle vivait encore, si quelque part elle avait entendu parler de cet accord fragile. Il n'aurait sans doute jamais de réponse. Mais une certitude persistait, il avait choisi le chemin le plus difficile, celui où l'on dit ce qui doit être dit quand le monde préfère les phrases creuses, celui où l'on garde ses valeurs même lorsque céder serait plus facile, celui où l'on met sa fonction en jeu plutôt que son âme. Parfois, c'est cela être un dirigeant. Rien de plus, rien de moins. 3 mois plus tard, en juin 2026, Sébastien Lecornu se retrouvait sur une estrade à Oslo sous les projecteurs. On venait de lui remettre un prix saluant son intégrité et son audace diplomatique. Il prit la parole et quelques phrases suffirent à résumer toute l'histoire. On me demande souvent comment j'ai osé tenir tête à mes propres alliés, comment j'ai pu contredire Trump ou risquer mon avenir politique pour une simple question de principe. La vérité, je n'ai pas fait preuve de bravoure. J'ai simplement refusé de céder à la lâcheté. Le courage, ce n'est pas ignorer la peur. C'est avancer quand elle vous serre la gorge. Il marqua une pause, puis ajouta « Si ce soir du 20 septembre, j'avais choisi de fermer les yeux, si j'avais laissé passer ce théâtre diplomatique, ma carrière serait peut-être aujourd'hui plus confortable. Mais j'aurais sacrifié ce qui compte le plus, ma conscience. » Il enchaîna. Il y a quelques mois, j'ai affirmé que Métina avait réussi à manipuler Trump, mais qu'il ne parviendrait pas à me manipuler moi. Ce n'était pas une question d'intelligence, c'était un choix. Je refusais d'avaler un mensonge séduisant quand la vérité, elle brûlait. Et c'est ce que j'aimerais que chacun retienne, ne laissez jamais le pouvoir vous dicter vos questions. Demandez des preuves. Exigez des comptes. Les démocraties ne s'effondrent pas d'un coup. Elles agonisent chaque fois qu'on tolère une contre-vérité parce qu'elle nous arrange, chaque fois qu'on se tait pour ne pas déranger. Il s'interrompit un instant, comme pour laisser ses mots retomber dans la salle. Cela fait 9 mois que j'occupe Matignon. Dans quelques semaines, je pourrais très bien ne plus être là. La politique française, vous savez, c'est un sport extrême. Des éclats de rire résonnèrent, mais peu importe la durée de mon passage au sommet, je garderai une certitude, j'ai eu l'espace d'un instant la chance d'influer sur le cours des choses, de parler sans filtre, de regarder les puissants droit dans les yeux, de rester fidèle à mes convictions. Et si quelque part un jeune ou une jeune voit ce qui s'est passé et se dit « Moi aussi je peux faire preuve de cette audace », alors tous les risques, toutes les nuits blanches auront eu un sens. Il inspira lentement avant de conclure. Au bout du compte, personne ne se souviendra de la durée de notre mandat. Ce qui restera, c'est ce que nous aurons fait de l'autorité qu'on nous a confiée. Et lorsque mon chapitre se refermera, j'espère pouvoir murmurer sans honte « J'ai suivi ma conscience même lorsque le prix à payer était lourd. » La salle entière se leva d'un seul mouvement applaudissant à s'en briser les mains. Pourtant, Lecornu ne savourait pas le triomphe. Son regard n'était pas tourné vers la foule, mais vers d'autres visages, ceux de Fatima.